Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Rendez-vous de la rédaction. Rendez-vous de la rédaction hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel puisqu'on va vers la fin de l'année. Ce qui sera marqué demain à partir de minuit, puisque demain, c'est le 31 décembre 2020. L'année va tirer à sa fin et exceptionnellement, nous avons tenu cette émission avec deux principaux chroniqueurs qui sont là et qu'on ne présente plus puisqu'ils sont habitués à cette émission. Dans Rendez-vous de la rédaction, notre chroniqueur qui est à ma droite, Abdou Diouf, bonsoir. Bonsoir. Le micro. Bonsoir Moussa. Oui. Je suis très heureux de venir répondre à votre invitation pour discuter sur l'actualité et faire éventuellement des analyses. Voilà, comme vous le faites tout le temps. Hein. Oui, merci. Notre second invité également à ma gauche, c'est Ibrahim Mbouy. Merci Moussa et bonsoir Bonsoir. à toi et bonsoir à mon co-débatteur M. Abdou Diouf. Bonsoir aussi aux téléspectateurs de la télévision Touba TV. Bon, Oui. c'est un plaisir, un honneur de revenir ici, discuter de l'actualité nationale, internationale. Et merci donc, on va aujourd'hui aborder une rétrospective de la santé, mais aussi également, on va parler de santé, on va parler de politique, mais également d'infrastructures nationales au niveau local. Et pour le premier point, la santé, l'année 2020 a été marquée par cette pandémie, la Covid-19, qui n'a pas fini de faire, en tout cas, son lot de cadavres, je vais dire, mais je sais également son lot, mais aussi d'économies complètement écroulées, hein, pour dire les mots, placer les mots comme il le faut. Abdou Diouf. Effectivement, Moussa, à l'heure où nous sommes, un an après son apparition en Chine, le bilan fait pratiquement 1 400 000 morts dans le monde entier. Donc, vous voyez l'ampleur que ce virus a fait. Donc, pour dire que durant toute l'année 2020, le monde a été mouvementé par ce virus, par cette maladie qui a porté beaucoup de personnalités aussi. Qui a emporté beaucoup de personnes. D'éminentes personnalités. D'éminentes personnalités. Et ça a commencé en Chine, en Wuhan plus particulièrement, et est devenu épidémie. Finalement, on parle de pandémie pour vous montrer sa propagation rapide partout dans le monde. On a vu également que les médecins, ceux qui sont censés en tout cas être les teneurs, en tout cas les chercheurs, n'arrivent pas toujours à comprendre cette pandémie puisqu'il n'y a pas de vaccin. Oui, tout à fait. Et puis c'est inquiétant parce que à l'ère du 21e siècle, une maladie comme ça, un virus qui a fait parler de lui partout dans le monde, on n'arrive pas à le cerner. Donc là, c'est un véritable problème, c'est une véritable catastrophe. Donc si les scientifiques, les médecins sont à la recherche du remède véritable de ce virus-là jusqu'à présent, ça montre que la Covid-19 a vraiment surpris tout le monde. On a parlé, je parlais tantôt de vaccins, mais même si on a trouvé des vaccins, mais ces vaccins également sont très controversés. Ibrahim Mbouy. Tout à fait, c'est des vaccins controversés. Pour rebondir là où vous avez arrêté, on te dit par exemple, concernant les vaccins, l'Europe a son vaccin, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, la Chine a son vaccin, la Russie a son vaccin Sputnik. Finalement, on ne comprend plus. Nous, citoyens lambda, on ne comprend plus à quel sens se vouer. Il faut ajouter, ce matin en venant, j'ai
j'ai entendu sur RFI que Cuba va bientôt mettre sur le marché son vaccin. Tout à fait. Donc finalement Moussa Niang, mais on ne comprend plus. On a entendu le Dr Choi il n'y a pas longtemps dire qu'il y a des manipulations dans ces vaccins-là. Le docteur Chor a bel et bien raison. Vous pensez? Le docteur Chor, pour le citer, dit que, en tout cas, moi, en tant que scientifique, médecin, je ne fais pas confiance à ce vaccin. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple de la France. En France, 70% ne sont pas d'accord. Non seulement 70% de la population n'est pas d'accord, mais on te dit qu'il y a un monsieur vaccin qui est en France. Quand on lui a posé la question, mais monsieur vaccin, qu'est-ce que vous pensez de ce vaccin-là? Il dit, en tout cas, ce que je sais, c'est que je ne suis pas rassuré. En tant que scientifique, il ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Il ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Il ne connaît pas comment le vaccin a été programmé, comment ça a été confectionné, etc., etc. Finalement, non seulement les scientifiques, non seulement ils n'ont pas confiance à ce vaccin, encore plus encore le simple citoyen. Finalement, donc, les voix des personnes autorisées pour parler de santé, ces voix sont discordantes, Abdou. Tout à fait. Vous savez que ce vaccin, alors, il y a eu tellement de controverses. Alors, ce qui a influencé même aux populations, à certaines franges de la population, à être réticents. Parce qu'on dit souvent que ce sont des vaccins qui ont été créés, programmés pour réduire la population mondiale avec d'autres intentions. Alors là, ça pose problème. Je pense qu'à ce niveau-là, les gouvernements devaient prendre leurs responsabilités pour éclairer les lanternes des populations, parce que les populations ont droit à une information juste, parce que eux, ils sont là, ils dirigent les peuples, mais normalement, ils doivent protéger les peuples. Alors, tout ce qui va à l'encontre de la santé de ces peuples-là doivent être avec responsabilité, doivent être prises avec beaucoup d'objectivité pour éviter à de telles catastrophes. Parce que vraiment, c'est tellement dérangeant, c'est tellement dérangeant de voir à ce niveau-là, au moment où nous sommes avec le développement technologique, d'avoir des vaccins trop controversés. Parce que vous savez, Moussa, que c'est pas la seule pandémie qu'a vécu le monde. Évidemment, on a eu bien d'autres pandémies. Et ces pandémies-là ont été... Comme le cancer, par exemple, le paludisme, la peste, qui font autant de ravages. Qui ont fait autant de ravages. Mais ça a été réglé dans le temps et dans l'espace. Donc, ça a été réglé dans le temps et dans l'espace, comme le dit Abdou Diouf. Cela veut dire que quelque part aussi, cette Covid a été mal gérée, vous pensez? Très bien, très mal gérée. Et là, vous indexez qui? Mais nos gouvernants, c'est ce qui nous dirige. Parce qu'on te dit que communiquer, ça répond à des normes. On communique avec la manière. On communique pourquoi? Parce qu'on doit communiquer. On communique parce qu'il y a une cible et on doit atteindre la cible. Nous qui sommes dans la communication, nous savons que pour communiquer, il te faut une cible, il faut une stratégie de communication, il faut un contexte, etc. Donc, et vous pensez que toute la vérité n'a pas été dite dans cette pandémie? Même pas toute la vérité. Mais on ne peut pas communiquer chaque jour en restant à la statique, venir par exemple se planter tous les jours à 10 heures avec son fameux papier, faire une déclaration et repartir. Le lendemain, revenir, faire la même chose. Finalement, ça c'est de la monotonie. Ça c'est pas de la communication, ça c'est de l'information. Ça c'est de l'information, comme vous le donnez. Mais l'information, maintenant, l'information doit être sacrée. On dit que l'information est sacrée, mais le commentaire est libre. Mais comment vous le voudriez alors? Le Sénégal est lambda, vous ne pouvez pas... Comment vous le voudriez alors? Ouais, c'est pour cela que je dis, le Sénégal est lambda, vous ne pouvez pas l'empêcher de commenter sur la manière de communiquer. Par exemple, soyez plus clair. Si toutefois que vous voulez, par exemple, une communication transparente,
accessible à tous les citoyens, Oui. accessible aux Oui. Sénégalais le plus reculés, le plus éloignés. Oui. Mais pourquoi ne pas prendre... Il y a combien d'organes de presse qui sont actuellement au Sénégal? Je sais qu'ils sont nombreux. Pourquoi ne pas prendre monsieur Moussa Niang de Touba TV, monsieur X de Walfadjri, monsieur Y de 7FM, etc., etc. Allez leur montrer que voilà ceux qui ont été contaminés, voilà les tests positifs, voilà les tests négatifs, voilà ceux qui sont morts. Au moins là, le Sénégalais lambda, quand on a toutes ces informations-là, Dieu sait que ce n'est pas convaincant, mais au moins ça peut créer un déclic pour faire comprendre aux Sénégalais que la réalité, elle est là en face. Ce n'est pas des choses que nous avons inventées. C'est la réalité. Mais chaque jour, venir, parler, pour ne rien dire, finalement, à la longue, ça devient monotone. Et là, vous voudrez dire que, quelque part, les Sénégalais ne gobent pas cette pandémie, bien ça a été une invention. Jusqu'à présent, il y a des Sénégalais qui doutent de cette maladie. Donc ça, c'est un problème de communication. Abdou Diouf, est-ce que vous partagez le même avis? Le monde entier a décrété 3 mois d'état d'urgence sanitaire, de confinement, de couvre-feu. Bref, alors, est-ce que ça a eu certes un impact, mais est-ce que ça a été efficace aussi? Oui, bon, disons que si je prends l'exemple du Sénégal, je pense que cette mesure a été efficace, mais je ne dirais pas que ça a été efficace à 100%. Parce qu'au début de la pandémie, oui. comme nous le savons, il y avait une panique générale. Alors toute mesure était la bienvenue. Oui. Ouais, toute mesure était la bienvenue. Les gens ont respecté les mesures barrières, comme on a l'habitude de le dire. Alors l'État a fermé les écoles, il n'y a plus de circulation. Alors, on a décrété l'état d'urgence. Alors, à partir de 19h, les gens se précipitaient pour rentrer. Au niveau du transport de masse, surtout là où les transports emmagasinés... Tout est mis aux arrêts. Là, voilà, là, donc, c'était des mesures qui ont fait vraiment leur résultat. Maintenant... Vous pensez qu'il y a eu des résultats par rapport à ces mesures? Des résultats positifs ou négatifs? Oui, parce que si je vais vous donner la parole tout à l'heure. Si on compare le nombre de décès au Sénégal, en Afrique, particulièrement au Sénégal, vous comparez les chiffres aux chiffres qui se trouvent dans le continent européen. Donc, on peut dire que nous avons fait un bon résultat. Donc, nous, on a maîtrisé. On a pu au moins maîtriser la propagation. Donc, pour vous, l'état d'urgence qui a été décrété au Sénégal, comme partout dans le monde, a été efficace. Oui, ça a été... Contrairement à ce que Mbodj a dit, il n'y a pas de bonne gestion de cette pandémie. La communication n'a pas été bonne. Et apparemment, donc, je dis que par rapport à ces mesures, vous vous inscrivez en porte-à-faux. Simplement, il n'y a pas une gestion à 100%. Oui, parlez sur le micro. Oui, il n'y a pas une gestion à 100%. Juste ou bien à 100% maîtrisé. Il y a toujours des failles. Ouais, c'est pourquoi je rejoins un peu Mbodj sur ça. Oui. Mais quand même, il y a eu des avancées notoires sur cette gestion-là qui a fourni peut-être ces résultats-là. Voilà. Moi, pour répondre à ta question, moi, je vais rebondir sur les propos du docteur Thior. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Docteur Thior qui disait, cette maladie-là, ce n'est pas notre maladie. Il faut apprendre à vivre avec le virus. Donc, franchement... Il faut avoir une immunité collective. Immunité collective. Franchement, décréter l'état d'urgence, ça ne valait pas la peine. Non, honnêtement, ça ne valait pas la peine. Il fallait au moins, sur toujours le plan de la communication, aller sensibiliser la population, montrer aux gens, leur donner les moyens, par exemple, distribuer des masques, gel hydroalcoolique, lavage des mains. C'est l'approche communautaire, très bien. Oui. Et on gère la maladie. Il ne fallait pas fermer les frontières. Mais il ne fallait pas amortir les gens, apeurer les gens, les confiner, parce que ça, c'est une sorte de confinement. L'état d'urgence, le couvre-feu de 20h à 6h du matin,
c'est pratique, c'est à la limite, c'est un confinement, mais qui ne dit pas son nom. Nous au Sénégal, début mars jusqu'au mois de juin, il y a eu combien de morts? Il n'y a même pas 300 morts. Aujourd'hui, hier, Aujourd'hui, on est à 395 de morts, mars hein. au mois de juin, il n'y a pas eu 300 morts. Donc ça, ce n'est pas notre maladie. Ce n'est pas comme en Europe où on te parle de 3000, 2000 morts par jour. Par jour, je dis bien. Nous, pendant 5-6 mois, il n'y a pas eu 300 morts. Il n'y a pas eu 300 morts au Sénégal. Donc, franchement, je pense qu'on a ameuté les gens pour pas grand-chose. Voilà, Abdou, dès que cela est arrivé, le président a reçu l'opposition, a reçu tout le monde, la société civile, il a décrété également un programme de résilience économique et sociale. On a indemnisé, on pense indemniser tout le monde pour des secteurs qui ont été impactés. Et ça continue encore aujourd'hui à faire ses conséquences. Il y a beaucoup de départs, des entreprises qui n'ont pas pu respecter, en tout cas, qui ne peuvent plus employer, continuer à employer, à payer, ont fini par se séparer de leurs employés. Oui, parce que vous savez, Moussa, que cette pandémie, les gens croyaient que ça va disparaître en un temps record. Voilà. Parce que les gens, donc il faut vivre avec le virus. Il faut vivre avec le virus. Les gens projetaient, les gens pensaient que peut-être, parce que le début, c'était vers le mois de février, je pense. Mars, février. Et les gens pensaient que ça va peut-être, en un temps record, ça va disparaître. Oui. Mais tel n'est pas le cas. Puisqu'on parle de deuxième vague. Puisqu'on parle jusqu'à présent de pandémie. On parle jusqu'à présent de pandémie qui est là, le virus qui est là, qui continue à voilà. Ouais. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, on a après 7 morts. 7 morts. Voilà. Maintenant, ça dit que, alors, si le gouvernement a mis en place, par exemple, à indemniser les gens, c'était pour un laps de temps. C'était pour un laps de temps. Alors, maintenant, je pense que ce laps de temps-là a été épuisé complètement. Parce que si vous voyez les vivres qu'on a donnés aux populations... À ce niveau, est-ce que réellement les populations ont reçu leurs vivres? Oui, mais parce qu'à ce niveau, Marceau-Faye, pour certains qui disent également qu'il n'a pas du tout géré cela. Même ceux qui ont reçu leur 69 milliards. Ceux qui ont reçu leurs vivres l'ont complètement épuisé. Voilà. Maintenant, est-ce que maintenant le gouvernement va encore décréter un état d'urgence pour pouvoir encore remettre ces vivres-là aux populations? Là également, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Donc, je pense que, comme l'a dit Mbodj, il est en train de se référer au docteur Thior. Il faut vivre avec le virus, essayer de gérer, finalement, de laisser les gens donc il ne fallait pas faire tout cela. Mais vous pensez qu'il ne fallait pas faire tout ce bruit-là? Il fallait laisser les gens circuler, aller à leur travail. Voilà. Parce que pour autant, il ne fallait pas. Sérieusement, il ne fallait pas. Il fallait vivre avec et gérer, parce que vous avez vu, c'est un temps perdu. On a perdu trop de temps parce que l'année dernière... Et l'économie en a souffert. Et l'économie surtout en a souffert. Donc, il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Ibrahim Mbodj, on a entendu tout à l'heure Abdou Diouf parler de vivre. C'est cette fameuse gestion, en tout cas, de la pandémie par Marceau-Faye, avec les 69 milliards. Est-ce qu'aujourd'hui, la population n'a pas droit à un compte rendu de cette pandémie? À un bilan. Ça, c'est le droit le plus absolu. Oui. Mais finalement, ce que l'on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Parce qu'on a parlé du Covid business. Finalement, les gens se posent la question à savoir, mais réellement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette maladie-là? Pourquoi on veut nous faire miroiter, on veut nous faire croire, on veut nous faire comprendre que cette maladie-là, elle est mortelle. Si on sort, ça va vous tuer, alors que il n'en est rien, absolument rien. Vous parlez tout à l'heure des vivres, mais un État digne de son nom
n'a qu'à laisser les gens vaquer à leurs occupations, calmement, aller travailler. Le Sénégalais, si on lui donne l'opportunité d'aller travailler, mais il peut subvenir à ses besoins. Il n'a pas besoin de l'aide de l'État. Et puis encore faudrait-il distribuer des vivres. On n'est pas dans une catastrophe. On n'est pas dans une période de calamité. Est-ce que tous les ayants droit ont reçu Non, ça c'est clair que tous les ayants droit n'ont pas reçu les vivres. Ça c'est clair. Encore, Mansour Faye, qu'on dit qu'il faut venir rendre des comptes, il dit que non, moi si l'OFNAC me convoque, je ne déférerai pas à cette convocation. Vous croyez que ça c'est un acte républicain, digne d'un ministre de la République? Même si l'OFNAC n'a pas le droit de vous convoquer, mais au moins avoir l'élégance de rendre compte, de dire que non, moi si on me convoque, je vais venir expliquer là, point par point, franc par franc, où j'ai mis l'argent, comment ça a été distribué, comment ça a été dépensé. Moi je pense que ça, honnêtement, c'est l'attitude que M. Mansour Faye devrait avoir. Mais avoir un attitude grossier, dire que non, je ne devrais pas je ne viendrai pas parce que l'OFNAC n'a pas le droit de me convoquer. Ok, même si l'OFNAC n'a pas le droit de te convoquer, mais vous avez dépensé les sous du peuple sénégalais, l'argent du contribuable. Voilà. Encore, et le contribuable, il a le droit de savoir où son argent a été dépensé. Bon. Encore, on dit que l'argent n'a pas été dépensé aux ayants droit. Mais il faut leur expliciter comment l'argent a été dépensé. Ça, c'est le minimum quand même. Voilà. Alors, aujourd'hui, évidemment, en parlant de santé, et la Covid a désorganisé tout le système, avec aujourd'hui une nouvelle recomposition également de la politique au Sénégal. Et ça nous permet de faire une transition par rapport à la chronique que vous avez faite sur la recomposition politique sénégalaise. On va le suivre et revenir sur ce plateau. Franklin Delano Roosevelt disait « En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. » Je veux parler du président Macky Sall qui travaille à élargir le plus largement possible sa majorité. Et donc, au-delà de Benno Bokk Yakaar, il cherche à avoir tous ses frères libéraux, ses anciens frères libéraux, et à pêcher un peu partout au sein des partis, des mouvements, quelle que soit leur obédience politique. Donc ça c'est clair. Maintenant, sur l'objectif recherché, ça c'est moins clair. Est-ce qu'il cherche à se présenter à un troisième mandat? Ça, on ne peut pas le dire d'une façon péremptoire. On ne peut pas également dire qu'il cherche à mettre en scène une autre personnalité de la trempe d'Idrissa Seck, mais tout cela, c'est fort probable, mais on ne peut pas l'affirmer. Le fait qui prouve les velléités d'aller en 2024 et la task force qu'il a mise en place, ça en sus des conférences de presse du gouvernement. De telles innovations semblaient nécessaires si l'on sait que, du fait de la Covid-19, il n'a pas initié depuis presque une année de grandes réalisations. Il fallait donc une nouvelle stratégie de communication pour essayer de montrer aux Sénégalais que ces promesses de campagne électorale pour lesquelles il a été réélu en février 2019 sont en train de se matérialiser. En plus de tout cela, il est en train de manœuvrer d'une façon très serrée pour regrouper le maximum de personnes, des leaders politiques autour de sa personne. Aujourd'hui, il reste moins de gens dans l'opposition. L'opposition est plus qu'affaiblie aujourd'hui qu'avant, mais la nature a horreur du vide. Il faudra s'attendre qu'il y ait un certain redynamisme de l'opposition dans les prochains mois, parce que tout de même, il reste de fortes têtes de la trempe de
Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye, Khalifa Ababacar Sall et le PDS. Ils n'ont pas encore dit. Voilà, ils n'ont pas encore dit le dernier mot. Ibrahim Mbodj, avant de revenir à vous, la pandémie qui a bouleversé totalement l'économie, mais la politique aussi. Pour en terminer, est-ce qu'on peut dire qu'on a eu un bouleversement dans le domaine politique ou bien ça a été un revirement à permettre à tout un chacun de retourner à sa famille souche? On a assisté, disons, à ce qu'on appelle hécatombe politique, hein, parce que entendre Idrissa Seck tous ces derniers temps-là, tous ces derniers mois, tous ces derniers moments-là, pour finalement arriver à ce qu'on appelle le deal du siècle entre Idrissa Seck et le président Macky Sall. Ça, est-ce qu'il n'y a pas de retrouvailles entre les familles politiques? Non, en fait, non, on ne peut pas parler de retrouvailles, parce qu'en politique, la politique, il y a au moins un idéal en politique. Quand on gagne, en politique, quand on gagne, on gouverne. Quand on perd, on s'oppose. Ceux qui ont gagné, ils n'ont qu'à gouverner. Ceux qui ont perdu, ils vont s'opposer, créer ce qu'on appelle une alternative, aller discuter avec les populations, essayer de les convaincre, de les montrer, de les expliquer, de les expliciter, d'essayer de les ramener à leur cause. Ça, c'est le rôle de l'opposant, c'est le rôle de l'opposition. Maintenant, l'opposition joue le rôle de contre-pouvoir, parce que tout le monde ne peut pas entrer dans un gouvernement. Mais qui sera là pour discuter? Qui sera là pour défendre le peuple? Mais on a besoin d'une opposition forte pour défendre le peuple. On a besoin d'une opposition forte. L'entrisme tel défendu par Khalifa Sall, il faut que ceux qui sont au pouvoir gouvernent. Il faut qu'il y ait également une opposition pour s'opposer. Vous savez, Moussa, le président Macky Sall, c'est un véritable stratège politique. Actuellement, il y a un problème de troisième mandat qui se pose. Et jusqu'à présent, ce problème de troisième mandat n'est pas clair sur la conscience des Sénégalais. Alors, Macky Sall ira au troisième mandat ou pas? En tout cas, il pose des actes. Vous pensez que ces actes qu'il pose, c'est pour demander un troisième mandat? Effectivement, il pose des actes. On ne peut pas dire avec certitude, parce que lui, il n'a rien dit pour Mais le sur moment. les actes qu'il pose, il essaie de réduire l'opposition. Il a pris, il a arraché Idrissa Seck. Alors, dans sa dernière déclaration, il a dit que d'autres vont venir. Donc, il est en train de massacrer, de réduire complètement, d'anéantir complètement l'opposition. Et vous savez que les élections présidentielles, c'est pour bientôt. Alors, pourquoi il fait ça? S'il a épuisé ses 2 mandats, pourquoi il fait ça? Donc, ça veut dire qu'il pose des actes, mais on ne peut pas dire pour le moment avec certitude qu'il ira aux élections présidentielles de 2024. Mais il pose ses actes. Oui. Et ensuite, ces temps-ci, il a changé sa stratégie de communication. Vous savez que durant toute l'année 2020, alors les chantiers étaient en berne. Hein, il n'y avait pas les chantiers. Toutes les activités, son programme pour dérouler les promesses électorales ont été arrêtées à cause Est-ce que cette pandémie n'est pas également un prétexte pour lui? Il a changé de stratégie de communication. On a vu qu'il a appelé certains de ses ministres, leur dit qu'il faut se mettre devant le peuple sénégalais et leur expliquer les réalisations. Et là, c'est des actes forts qu'il est en train de poser. Et pour préparer... quelque part, la pandémie est de bonne augure. Hein? Tout à fait. Puisque si Idrissa Seck, quelque part, la rejoint, c'est à cause de la pandémie. Mais parce qu'aujourd'hui, il faut que toutes les forces se réunissent. Mais quand même, il ne peut pas, pas prendre toute l'opposition. Il y a toujours des gens qui vont à la trempe de Khalifa Sall, Ousmane Sonko et d'autres de la société civile également, qui feront face à sa future décision, je pense bien. Voilà. Mais vous pensez que, Ibrahima, que le président qui disait au début qu'il fallait réduire l'opposition à sa plus simple expression, vous pensez qu'il a... Non, il est dans cette logique.
Le président Macky Sall, il l'a achevé. Macky Sall, il est dans cette logique de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mais ce qu'il ignore, tu sais, même les plus grands scientifiques finissent par créer un monstre qui va les tuer. Exactement. Non, en politique, à force de faire de la politique, surtout de la politique politicienne, on finit par s'entrelacer dans cette même politique, tomber dans son propre piège. C'est ce qui risque de lui arriver. Vous savez quoi? Ok, il est en train de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mais il est en train encore de se créer une autre opposition autour de sa propre personne. Il va créer son embuscade. Ses alliés d'hier, qui risquent de devenir encore sa nouvelle opposition. Puisqu'on voit aujourd'hui Abdou dans l'APR, on a entendu Maître Moussa Diop le dire, nous allons rester dans l'APR et créer le courant dans l'APR et également s'opposer à un quelconque troisième mandat. Oui. Oui, tout à fait, tout à Maître fait. Moussa Diop qui le dit. Hein. Oui, mais c'est normal parce qu'ils ont été écartés. Pour avoir parlé du troisième mandat. Pour avoir parlé peut-être du troisième mandat. Et pour des problèmes de stratégie également, ils ont été écartés. Oui, ce n'est pas simplement parce qu'ils ont parlé du troisième mandat, mais c'est parce qu'il y a une stratégie que seul le président Macky Sall peut nous informer sur cette stratégie-là. Oui. Que seul le président Macky Sall peut nous informer sur cette stratégie-là. Pourquoi il a écarté ces anciens... Mais c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre, tout à fait, il faut le dire. C'est la raison de leur écartement. On a entendu les constitutionnalistes défendre ce troisième mandat. Pourquoi aujourd'hui, Macky est dans son premier mandat de 5 ans. Moi, je me mets en porte-à-faux avec ces constitutionnalistes. Nous ne sommes pas des constitutionnalistes, mais au moins nous avons des esprits. Nous sommes des gens dotés d'une intelligence. Puisque c'est lui qui avait dit en noir sur blanc. Laissez-moi terminer. Oui. Quand une loi, c'est quoi? On te dit que l'esprit est la lettre. L'esprit de cette loi-là, c'était quoi? Pour que ce qui était arrivé en 2012 ne se reproduise plus. En 2012, Wade est arrivé. Il a dit que je vais me présenter à une troisième candidature. Il y a eu des morts. Finalement, ça a failli créer l'hécatombe dans ce pays-là. Mais on l'a réglé dans les urnes. Maintenant, l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est pour au moins ce qui s'est passé en 2012 ne se reproduise plus. C'est pour cela qu'on a changé un tout petit peu la Constitution, dire que maintenant, désormais, l'article 27 qui dit que désormais, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Mais 2 mandats consécutifs, c'est quoi? Même si c'est le premier mandat est de 7 ans, l'autre de 5 ans, 6 ans. C'est 2 mandats consécutifs. Bon, ça, on n'a pas besoin de creuser loin pour comprendre. 2 mandats consécutifs, mais un mandat de combien d'années? Mandat de 5 ou de 7 ou de 8 ou de 9, ça importe peu. Un mandat, c'est un mandat. Voilà. Est-ce que vous ne trouvez pas élégant l'acte posé par le président du Niger, Mamadou Issoufou, qui a dit que aujourd'hui, et même Boari, il n'est pas dans sa logique d'aller vers un troisième mandat. Et vous voyez les élections passées, comment il s'est comporté. Il s'est retiré en tout cas de cette course pour laisser d'autres choisir le propre. Oui, vous savez, en Afrique, quand même, nous avons assisté à nous avons vu des présidents vraiment qui posent des actes nobles, des actes qu'il faut saluer. Mais en contrepartie, nous avons vu également des présidents qui s'accrochent jusqu'à présent au pouvoir. C'est le cas de la Guinée, Conakry, avec Alpha Condé, Alassane Draman Ouattara. C'est pourquoi, surtout en Afrique de l'Ouest, alors là, ça pose problème. Je pense que l'exemple du président du Niger est à saluer et à encourager. Alors, donc, si c'est un modèle à copier, et ce sont ces pays-là qui étaient en retard en matière de démocratie, alors qui devancent maintenant le Sénégal. Et là, c'est inquiétant. C'est la grande question, c'est l'inquiétude générale qui se pose à ce niveau-là. Alors pourquoi tripatouiller nos constitutions? Alors, parce que, vous savez, en matière de gestion, peut-être aussi, c'est dit à leur gestion. Parce que si au moment de votre mandat, vous avez géré le traîner de casserole de manière très limpide, de manière très claire,
le denier public. Les deniers Évidemment, la publics. bonne gouvernance. Alors là, vous partez facilement. Donc, il y a des calculs à faire, des calculs, alors, des poursuites, manœuvres, poursuites judiciaires. C'est des calculs qui poussent à certains présidents à s'accrocher au pouvoir. Voilà, Et là, c'est dangereux. à s'accrocher au pouvoir, mais aujourd'hui également, on parle d'amnistie, parce qu'il y a également deux ténors, Khalifa Sall et Karim Wade, qu'il faut amnistier forcément pour qu'ils deviennent demain également candidats pour participer à des élections. On a aujourd'hui une épée de Damoclès par rapport à ces deux candidats. Oui, c'est de bonne guerre. Qu'est-ce qu'il faut Ils ont faire? été écartés, pourquoi? Oui. Ils ont été écartés, pourquoi? Ils ont été écartés pour permettre à M. Macky Sall d'aller tranquillement aux élections et de gagner. Maintenant, dès l'instant qu'il a gagné, lui-même, il avait dit que si je gagne les élections de 2019, bon, je vais les gracier, je vais les admettre. Il l'avait déclaré, non? On a entendu récemment, Donc, Abdou, on a ce entendu n'est que justice récemment finalement, hein. Le député Bara Dolly, voilà, dire que Macky Sall est d'accord pour cette amnistie, même Karim est d'accord, mais son père n'est pas d'accord. Ouais, son père, Maître Wade veut qu'on ouvre le dossier, en fait, un nouveau procès, quoi. Oui. Maître Wade, c'est ce qu'il veut, il dit qu'il faut un nouveau procès pour complètement blanchir Karim Wade. Mais un nouveau procès, parce qu'on ne peut pas ouvrir un dossier comme ça. Pour qu'on ouvre un dossier, il faut qu'il y ait un élément ou bien des éléments nouveaux. Mais dès l'instant qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux, on ne peut pas rouvrir un dossier. En tout cas, à ma connaissance, je crois bien. Maintenant, rouvrir ce dossier-là, ou bien amnistier Karim Wade, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Est-ce que, Abdou, finalement, on ne se retrouve pas dans un jeu de cache-cache qui ne dit pas son nom? Bien sûr. Et est-ce que vous ne voyez pas l'horizon de Macky Sall un peu sombre? Oui, vous savez, tout le temps, il y a des calculs. Hein, il y a des calculs. En matière de gestion d'État, de conservation du pouvoir, hein, il y a toujours des calculs. Hein, il y a toujours des calculs. Alors, ces calculs vont toujours, la plupart du temps, à l'encontre du souhait de la population, du peuple. C'est des calculs que font les présidents pour se maintenir au pouvoir. Alors, si vraiment Karim Wade sera amnistié, ou bien si Khalifa Sall va retrouver ses droits civiques, hein, alors là, si vraiment ça n'arrange pas le président, parce qu'ils sont en train de, peut-être, ils vont discuter sur les tenants et les aboutissants, alors si ça l'arrange, bon, ils seront libérés de leurs contraintes. Maintenant, si ça n'arrange pas le président, c'est sûr qu'ils seront écartés. Hein. Ils ne feront pas partie des prochaines élections présidentielles, ça c'est sûr. Voilà, c'est l'adage qui le dit, qui use de l'épée périra par l'épée, finalement. De subterfuge. Oui. Oui. Il a toujours usé de subterfuge, il risque d'être amené par ce subterfuge, ça c'est clair. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça a été un plaisir de vous recevoir, deux principaux chroniqueurs. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais évidemment, on ne peut pas tout dire. Tout à fait. J'ai été très satisfait de vous recevoir sur ce plateau. Votre dernier mot, mais aussi également, nous vous donnons l'occasion d'anticiper sur les vœux. Voilà, merci Moussa. Le plaisir est partagé. Je pense que tout ce que nous souhaitons, c'est que 2021 soit une année de paix, hein, de prospérité pour tout le monde, hein, et surtout de bonheur. Voilà, et qu'on prie pour que cette pandémie disparaisse une bonne fois pour toutes. Voilà. Merci. Ibrahim Mbodj. Effectivement, bon, pour reprendre ces propos, je souhaite le meilleur pour 2021. En tout cas, 2020 a été vraiment une année sombre, catastrophique, a oublié très rapidement possible. Et on souhaite vraiment le meilleur pour 2021, que l'économie puisse redémarrer, que la situation s'améliore davantage, que l'horizon se dégage encore davantage. Et
Voilà. qu'il est le meilleur pour tous les Sénégalais. Voilà, merci Ibrahima, merci Abdou Diouf. Je m'associe également à vous pour présenter mes meilleurs vœux par anticipation à tout le monde. Et merci de nous avoir suivis. Au revoir et à prochainement pour un autre numéro.